On va commencer par une équation brutale. Le 7 octobre, le Hamas attaque Israël. Dans la foulée, Israël riposte contre le Hamas. On s'indigne des milliers de morts du fait de l'armée israélienne, mais on nous répond Israël a le droit de se défendre. Soit. Séquence 2. Israël attaque l'ambassade, le consulat iranien en Syrie à Damas et tue une dizaine de personnes. L'Iran riposte et attaque Israël et ne tue personne au demeurant. On nous dit l'Iran mène une attaque barbare contre Israël, l'Iran participe à la déstabilisation de la région, l'Iran contribue à l'escalade. Quand vous êtes un adulte de plus de 6 mois et que vous avez plus de 2 neurones en parfait état de fonctionnement, est-ce que c'est cohérent une telle vision des choses? Bien sûr que non. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours clamé sur la sphère internationale que on doit laisser les humains penser par eux-mêmes. On doit laisser des adultes définir eux-mêmes qui sont les bons, qui sont les méchants. Ce n'est pas à la télévision, ce n'est pas à la radio, ce n'est pas aux journaux de nous dire qui fait bien, qui fait mal. Nous voyons, nous nous informons, nous pouvons nous faire notre propre opinion. La chose la plus malsaine qui a vu le jour après l'attaque du 7 octobre, c'était justement la phrase Israël a le droit de se défendre. Et donc, on pouvait tuer des enfants, des femmes enceintes, des vieillards et des civils par milliers. Il n'y avait eu aucun souci. Aujourd'hui, le ministère de la Santé du Hamas dénombre d'ailleurs 33 000 personnes. Ça ne semble pas autant choqué que l'attaque de l'Iran en Israël qui n'a tué au demeurant aucune âme humaine. Donc on nous a dit qu'Israël a le droit de se défendre, c'est très bien, on a tué des gens chez eux, ils vont tuer aussi ailleurs. Je reviens donc à la question que j'avais posée dans une analyse que j'avais fait sur cette même chaîne YouTube il y a quelques semaines, justement après l'attaque de la salle de spectacle à Moscou le 22 mars dernier, où je posais la question à supposer que les Occidentaux ou les Ukrainiens ont leur main derrière cette attaque et que Vladimir Poutine décidait de riposter. Est-ce qu'aujourd'hui on dirait que oui, c'est bien qu'il riposte parce qu'on a tué 150 personnes dans son pays, parce que voilà, la Russie a le droit de se défendre. Et je ne le disais pas dans l'optique d'encourager Vladimir Poutine à frapper les Ukrainiens, mais plutôt dans l'optique de dire les gens qui ont développé le discours abject et insupportable selon lequel, parce qu'on a tué 3 personnes chez moi, je dois aller tuer 300 personnes ailleurs, ces gens-là doivent être capables de tenir le même discours quand les choses se retourneront contre eux. Donc autant on peut spéculer sur qui a donc frappé le hall à Moscou le 22 mars, autant actuellement on ne spécule pas du tout sur qui a frappé l'ambassade, enfin le consulat iranien en Syrie il y a quelques jours. Il est clair que c'est Israël, là c'est un fait avéré, ce n'est pas un débat. Donc à partir de là, vous qui avez défendu le droit d'Israël à se défendre, à quel moment vous ne vous sentez plus dans la position de défendre le droit de l'Iran à se défendre? Si vous savez que ça fait mal quand l'autre frappe chez vous, arrêtez donc de défendre la barbarie parce que elle serait la conséquence d'une barbarie antérieure. Et posons enfin le discours selon lequel les humains doivent apprendre à dialoguer, à négocier, les humains doivent arrêter d'opérer une logique belliqueuse tous azimuts comme des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que chaque fois que vous allez soutenir des frappes envers votre ennemi, sachez que demain vous pouvez vous retrouver dans la même situation. Le contexte est dans lequel, le samedi 13 avril, l'Iran, comme l'avait d'ailleurs annoncé son directoire, à travers le président Ibrahim Raïssi, ou encore le chef du guide, enfin le guide de la révolution actuelle, l'ayatollah Al-Khamenei, l'Iran a donc matérialisé son opération Promesse honnête. La promesse honnête consistait précisément il y a enfin consécutivement à l'attaque sur son consulat, que la riposte sur Israël ne se ferait pas attendre. Donc voilà, ce n'est pas une surprise que l'Iran ait frappé Israël. Et donc dans la nuit donc, du samedi à dimanche, on a eu un déluge de vecteurs qui voilà, ont décoré le ciel israélien, illuminé le ciel de Jérusalem et des villes israéliennes, des drones et des missiles environ 300
Voilà, on a tenté des incursions sur les territoires israéliens. On nous dit que 99% d'entre eux ont été interceptés, mais l'Iran se félicite quand même des 1% qui ont pu toucher le territoire israélien. Et comme le disait entre autres l'un des chefs de file de l'opposition israélienne, l'ancien Premier ministre en 2022, Monsieur Yair Lapid, Israël a perdu son pouvoir de dissuasion face à l'Iran parce que voilà, le mythe d'invincibilité, il s'émiette de jour en jour. Il faut savoir que c'est précisément dans la même logique que les attaques répétées contre Israël après la création de l'État d'Israël en 1948, les attaques lors de la guerre des 6 jours de 67, lors de la guerre du Kippour de 73, même si Israël était vainqueur à chaque fois, ces incursions-là et ces frappes-là, cette situation de danger permanent que cela générait, avait quand même conduit Israël, entre autres, à restituer à l'Égypte la péninsule du Sinaï en 1982, qui avait justement été prise dans les guerres précédentes. Donc, et M. Yair Lapid, critique farouche de Netanyahou, dit aujourd'hui à Netanyahou que ben voilà, tu es en train, avec ta logique bestiale, tu es en train de briser de plus belle manière encore le mythe d'invincibilité d'Israël. Certes, le dôme du rocher nous a protégés de la quasi-totalité des 300 vecteurs qui étaient envoyés sur nous, mais quand même, voilà, il y a quand même, les Iraniens sont contents parce que il y a quand même eu la possibilité de s'engouffrer, ils ont quand même réussi à briser, voilà, notre mur, et à frapper certaines de nos installations. Donc voilà, et là on peut revenir donc à la fameuse question, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que l'Iran fait bien? Est-ce que ce n'est pas bien? La question est d'autant plus légitime que nous, quand on constate, moi personnellement, le discours international, je suis choqué. Les gens parlent de l'attaque iranienne, on ne parle pas de la riposte. Les Iraniennes se sont pas levées et ont dit je vais frapper Israël le 13 avril. Non, les Israéliens étaient en train de vaquer à leurs occupations quand ils ont appris que leur consulat avait été frappé en Syrie. On ne sait pas pourquoi, voilà, à quel jeu joue Netanyahou. Peut-être qu'il a besoin que les choses partent définitivement en vrille, je ne sais pas, parce que dans la logique de guerre lui permet de museler en tout cas les opinions internes qui sont défavorables envers sa politique. Et au moins, en sentant qu'il y a une situation de belligérance avec à l'international, voilà, ça permet cette légitimation. Les Israéliens vont dire, bon, il est notre chef de guerre actuel, donc laissons-le au pouvoir parce qu'il protège Israël des ennemis de dehors. Bon, voilà, il a donc frappé Israël, il a donc frappé l'Iran, et les Iraniens ripostent et on nous dit, c'est l'attaque iranienne. Tant et si bien que j'ai lu dans une des brèves de ce matin, le chef de la diplomatie et le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, un pays dont on n'entend jamais parler, Monsieur Jan Lipavsky, qui dit qu'avec justement cette attaque contre Israël, l'Iran est en train de franchir toutes les limites envisageables dans le domaine de l'escalade, au point où l'ambassadeur iranien a été convoqué à Prague. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, l'Iran se fait attaquer, l'Iran riposte, on convoque l'ambassadeur. Mais quand Israël se fait y attaquer, Israël riposte en tuant 30 000 personnes, 33 000 à l'heure actuelle. On ne trouve pas normal aussi de convoquer l'ambassadeur israélien à Paris et à Washington et de lui demander de s'expliquer. Non, on nous dit soutien indéfectible à Israël, et même si des femmes enceintes sont assassinées, des petits-enfants, des nouveau-nés et tout, Israël a le droit de se défendre. C'est une logique donc qu'on ne peut pas épouser. Et si les Occidentaux ne l'ont pas compris, la détestation justement de l'Occident des pays du Sud, envers la politique occidentale qui est présentée par les Occidentaux volontairement de mauvaise foi comme du racisme, cette détestation de la politique occidentale provient précisément de ce deux poids deux mesures. Il n'y a aucune explication logique à cela, et j'avais d'ailleurs posé la question après l'attaque de Moscou quand on disait que Vladimir Poutine veut faire porter le chapeau à l'Ukraine pour attaquer l'Ukraine et utiliser cela comme le motif de son attaque. Et je disais, oui, mais supposons que c'est le cas, parce que c'est possible, rien n'est exclu, supposons que c'est le cas, est-ce que vous accepteriez donc, comme c'est le cas et comme c'est l'Ukraine, Poutine a raison d'attaquer les civils ukrainiens avec la même barbarie que Netanyahou a massacré des civils dans la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, vous nous dites que c'est une attaque iranienne. Vous oubliez que l'Iran ne fait que répondre. D'ailleurs, voilà,
la délégation iranienne aux Nations Unies a évoqué entre autres l'article 51. L'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense en disant que bah voilà, on nous a frappé, nous avons riposté et encore ils ont eu voilà, ils ont certainement surpris. J'ai fait dire la grandeur d'âme. Non, on est en face de enfin, de plusieurs entités qui ne pourraient aucunement être citées en exemple, mais dans le cas précis, on a quand même, voilà, cet Iran-là qui a dit, même si on n'a pas massacré une dizaine d'Israéliens, comme on a tué nos ressortissants à Damas, on considère quand même que l'affaire est close. Voilà, nous avons fait ce que nous avions à faire, nous avons répondu, et ça va, voilà, ils ont évoqué l'article 51 sur la légitime défense, mais les gens continuent de parler d'attaque. C'est assez curieux, c'est assez amusant. Le ministre des Affaires étrangères israélien, qui s'appelle d'ailleurs Israël, monsieur Israël Katz, nous dit que voilà, Israël ne va pas en rester là, l'Iran ne s'en sortira pas comme ça. Ben, comment ça, l'Iran ne s'en sortira pas comme ça? Vous avez tué une dizaine d'Iraniens, ils ont détruit quelques-unes de vos installations et encore vous avez intercepté l'essentiel, voire la quasi-totalité de leurs missiles, et tu considères quand même que l'Iran ne s'en sortira pas comme ça. Est-ce que cela a un sens? Est-ce que du point de vue de la cohérence, cela a un sens? Il faut à un moment donné s'asseoir sur une table et réfléchir comme de grandes personnes. Je dis bien des adultes de 6 mois. À partir de 6 mois, un enfant est déjà capable de réfléchir avec plus de cohérence que les vieillards qui sont à la tête des Nations Unies et des fameuses grandes puissances actuelles, parce qu'ils apportent une approche qui n'a qui n'a aucun sens, c'est-à-dire qui n'a aucune structure mathématique compréhensible, qui n'a aucune géométrie, aucune voilà. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune logique dedans. C'est une logique de copinage, une logique de bloc qu'on forme de manière totalement arbitraire au gré de ses intérêts et qui ne cadre plus avec ce pourquoi on a créé les Nations Unies, c'est-à-dire la défense de la vertu, la défense de l'idéal de paix. Non, on est dans une sorte de conglomérat, dans un jeu de cartel où je suis du côté de X, quel que soit ce qu'il fait. C'est ça qu'on appelle le soutien indéfectible. Il peut tuer, il peut massacrer. Vu qu'il est mon allié, je le soutiens. Ce n'est pas comme ça que je conçois les Nations Unies. Les Nations Unies, ou même les blocs, ce que vous voulez, les blocs doivent se former sur la base de la défense de la vertu. Celui qui défend la vertu est de mon côté, même s'il n'est pas mon voisin direct. Celui qui est mon voisin direct, si je le vois assassiné, ben évidemment, je m'oppose à lui parce que assassiner n'est pas bien. Et donc, si je suis l'allié d'Israël et que je vois que Israël assassine des Gazaouis par milliers, je dis non, ce n'est pas bien. Je ne dis pas soutien indéfectible. Sinon, au nom de la même logique, je devrais cautionner que quand Israël attaque en premier, Israël aussi se fait massacrer. Donc, cette approche-là rend l'Occident ridicule. L'Occident, les alliés d'Israël, Israël lui-même ridicule aux yeux du reste du monde. Ils pensent qu'ils sont la communauté internationale alors qu'ils ne sont qu'un bloc de quelques pays qui n'atteignent pas 1 milliard d'habitants sur les 8 milliards qui peuplent notre planète. Donc ça les rend totalement ridicules parce que, voilà, nous voyons, nous réfléchissons et nous voyons que leurs actions sont, voilà, sans queue ni tête. Donc aujourd'hui, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, le chef du département d'État, dont le ministre des Affaires étrangères, dit que nous allons continuer, enfin nous n'allons pas participer à une riposte d'Israël, mais nous continuerons de défendre Israël, nous ne l'encourageons pas à l'escalade. En fait, à la fin, ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Ils savent que comme l'Iran est puissant, et c'est d'ailleurs l'une des premières leçons à tirer de cette actualité, c'est-à-dire soyez puissants, nous les pays africains par exemple, soyons puissants, formons-nous, développons une armée qui peut défendre notre territoire, ça fait qu'on ne nous attaquera pas de manière impunie, on réfléchira à 2 fois avant de nous attaquer. Comme à Gaza, ils sont faibles, on a pu massacrer 30 000 personnes, Israël aurait fait la même chose si l'Iran c'était Gaza, mais l'Iran étant un pays très puissant, qui est à 2 doigts d'obtenir l'arme nucléaire, qui pose énormément de difficultés au système occidental avec son programme d'enrichissement d'uranium et qui est d'ailleurs soutenu par des organisations terroristes, enfin, qui œuvrent en sa faveur, qui sont proches de lui en tout cas, comme le Hezbollah au Liban, entre autres, même encore les rebelles Houthis au Yémen. Bon, l'Iran, en plus d'être puissant, a des alliés puissants et ce n'est pas si facile que ça de s'attaquer à eux parce que ils disposent d'assez de matériel pour semer la misère à n'importe qui à la surface de la Terre, même s'ils venaient à perdre, les dégâts qu'ils laisseront à leurs ennemis seraient considérables. Dont la première leçon, c'est d'être puissant, parce qu'on voit aujourd'hui les Américains ne savent plus ce qu'ils ont à dire concrètement. Ils disent que oui, nous sommes contre la désescalade,
escalade. Ils disent que oui, nous n'encouragerons pas Israël nous n'allons pas accompagner Israël dans une riposte, mais nous continuerons de défendre Israël. En fait, ils disent en français facile, il vaut mieux que les choses en restent là, parce que l'Iran peut vraiment nous conduire à une réelle escalade, une réelle guerre mondiale, et vu que l'Iran vient d'arrêter les hostilités, Israël gagnerait à ne pas continuer, à ne pas accentuer la chose, parce que si Israël s'obstine à répondre, bon, l'Iran ripostera de plus belle et personne n'en sortira gagnant, que ce soit sur le point de vue des pertes en vies humaines, des dégâts matériels ou le point de vue du commerce international. On a vu que les prix du baril de pétrole ont commencé à baisser quelque peu, que ce soit le Brent ou le WTI, parce qu'on table sur le fait qu'il y aura voilà, une accalmie. Par contre, si les choses s'enveniment à nouveau, non seulement le baril va exploser, il pourra atteindre les 150, les 200 dollars, mais en plus, voilà, les dégâts et toute la déstabilisation, l'instabilité mondiale que cela entraînerait serait conséquente. Donc, c'est la première leçon, il faut être puissant. Et aujourd'hui, la deuxième leçon nous est livrée par un humoriste très talentueux du nom de Volodymyr Zelensky qui s'étonne du fait qu'il ne reçoit pas comment dire, le même arsenal de défense que Israël. Il a admiré la bravoure avec laquelle le dôme de fer a protégé l'État hébreu, et il dit que ben voilà ce qu'on appelle la défense. Nous, si on aimerait la même chose, il a oublié, parce que c'est ça que les pros Zelensky, ou je sais pas trop, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est la réponse en tout cas de ceux qui nous qualifient de pro-russes, pro-Poutine, alors que nous ne faisons que défendre la rationalité des choses et nous ne faisons que prôner le dialogue entre entités qui se font mal pour rien, alors qu'il y a possibilité de négociation. Donc, les pro-Zelensky nous disaient à l'époque que non, l'Ukraine est très forte et qu'elle a mis la Russie à mal et que la petite Ukraine est en train de faire mordre la poussière à la puissante Russie dont on nous disait qu'elle a le deuxième, enfin qu'elle a le principal arsenal nucléaire mondial, etc. Et nous, on leur répondait que ben non, c'est pas l'Ukraine qui combat la Russie, c'est toute une coalition occidentale avec les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, et qu'au contraire, ça montre la puissance de la Russie sans être pro-Poutine. Je parle de factualité, parce qu'aucun pays, imaginez la France qui doit affronter une coalition formée de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de toutes les puissances occidentales, mais la France ne tiendrait pas 4 minutes, aucun pays européen ne tiendrait 4 minutes, mais la Russie a tenu et continue de tenir, tant et si bien que son économie se porte très bien, parce qu'en plus de ça, ses alliés à elle aussi ne sont pas fondamentalement médiocres, et économiquement, ceux qui mènent la guerre contre la Russie continuent de coopérer avec elle, la France étant le premier importateur de gaz naturel liquéfié, les mêmes Français qui vont vous qualifier de pro-russes, commercent avec les Russes dans les coulisses parce qu'ils ont besoin de gaz, ils ont besoin, voilà, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Allemagne, voilà, toutes les principales puissances occidentales. Et Zelensky a donc oublié dans la foulée que ce n'est pas lui, c'est-à-dire ce n'est pas lui qui a vaincu Vladimir Poutine, enfin, encore qui n'a pas vaincu, Poutine a récupéré la Crimée, une bonne partie du Donbass, ce n'est pas lui qui tient tête à Vladimir Poutine, mais c'est tout un ensemble de pays alliés, de ses amis, une coalition, et que son avenir dépend précisément de cette coalition-là, sauf que cette coalition, évidemment, a aussi ses intérêts sur le terrain, et que ce ne sera pas toujours convergent avec les intérêts ukrainiens, ce ne l'a d'ailleurs que très peu été, l'intérêt commun de tout le monde aurait été, comme on le préconisait depuis le début, et on se faisait traiter de pro-russe, la renégociation des accords de Minsk, entre autres. Et donc Zelensky réalise aujourd'hui que son avenir dépend des États-Unis d'Amérique, quelque chose qu'il aurait dû constater dès le départ puisqu'on le lui disait. Il y a des fonds qui doivent être débloqués au niveau du Congrès américain, on parle de 100 milliards, mais qui coince parce que la majorité républicaine au Congrès américain ne voit pas les choses sous cet angle-là. Ils n'ont pas le délire du soutien indéfectible à X ou Y en oubliant à un moment donné leurs propres préoccupations, de la même façon que Joe Biden a entraîné d'abord les États-Unis dans une sorte de délire sur le soutien inconditionnel, indéfectible à Israël, avant de commencer à constater à quel point c'était une absurdité et de commencer à marcher à recul. Ce n'est plus un soutien tous azimuts, c'est maintenant un soutien réfléchi. Nous allons leur apprendre à réfléchir, même si c'est compliqué. Donc, voilà, Zelensky a oublié, entre autres, que c'est plus facile de protéger un minuscule territoire que de protéger voilà, l'Ukraine. L'Ukraine fait 600 000 km² pour 40 millions d'habitants à peu près. C'est beaucoup par rapport aux 22 000 km² d'Israël.
qui ne fait donc la moitié de la taille d'un pays comme la Belgique, pour moins de 10 millions d'habitants. Donc c'est plus facile de créer un homme de fer au-dessus d'Israël que de créer un homme de fer sur sur le pays en tout cas. Le deuxième pays le plus grand d'Europe, justement, après la Russie, l'Ukraine, ce n'est pas évident du tout. Donc ça, il l'a considérablement oublié. Donc, et on est donc dans ce type de situation où les mauvais calculs, l'envie de faire la guerre toujours, conduit à oublier que l'autre aussi peut nous frapper, l'autre aussi peut nous faire du mal. Le délire aussi ukrainien de se dire que bon, je serai éternellement protégé par les États-Unis, je peux donc continuer à alimenter ou à accepter que l'animosité avec mon voisin direct soit alimentée parce que voilà, un jour je rejoindrai l'OTAN et tout ira bien pendant que les États-Unis sont très loin de l'autre côté de l'Atlantique et qu'ils n'en sont pas à à leur première situation belliqueuse créée entre deux États riverains. Ils ont divisé tout, ils ont divisé partout, ils ont été. On avait le Viet Minh, le Viet Cong, on avait la Corée du Nord, on l'a toujours, la Corée du Sud, on avait la Chine communiste, on avait le Kuomintang, on l'a toujours. Aujourd'hui, on a la Chine communiste et Taïwan. Bon, voilà, on a toujours cette logique-là où d'une manière ou d'une autre, voilà, les grandes puissances, les États-Unis en tête, encouragent la scission au sein de deux entités qui, voilà, sans les Américains, s'entendraient encore aujourd'hui. Donc, cette logique-là doit donc prendre fin parce qu'on voit bien les limites de tout cela. On voit bien, et je le disais hier dans mon analyse sur la géopolitique, que la pire chose qui puisse arriver à un analyste géopolitique, c'est d'avoir raison. C'est-à-dire, parce que en géopolitique, nous alertons contre les dangers qui peuvent survenir, et quand les dangers surviennent, bah, on est malheureux parce que bah, un danger signifie une situation chaotique. Même si ça signifie qu'on a eu raison dans la prospective, on n'est pas heureux de voir que la situation a dégénéré. Dont nous disions sur le plan ukrainien, pour commencer par là, qu'il faut dès le départ négocier, renégocier, quoi qu'il en coûte, les accords de Minsk. Il ne faut pas faire les micmacs en arrière qui vont finir par fâcher la Russie et elle a aussi intervenir. Il ne faut pas continuer à massacrer les populations du Donbass parce qu'à un moment donné, ils vont demander secours à Moscou et Moscou en profitera pour annexer la région comme il l'a fait avec la Crimée. C'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire de manière aveugle au soutien américain. Les Américains ne sont là qu'aussi longtemps que leurs intérêts sont en jeu. Quand ils constatent que c'est un bourbier, ils sont prêts à vous abandonner dans une mangrove où ils vous ont eux-mêmes entraîné. Et maintenant, sur le plan d'Israël, nous le redisons encore d'ailleurs, il faut arrêter de soutenir Israël de manière stupide sur la situation du Hamas. Il faut arrêter de faire de la dictature intellectuelle en demandant aux gens de dire obligatoirement que le Hamas est une organisation terroriste, sinon vous n'écoutez pas ce qu'ils disent. Je l'ai toujours dit, aucun souci à dire que le Hamas est une organisation terroriste. Mais à quel moment vous me dites que quelqu'un qui a massacré 30 000 personnes en quelques mois, en moins de 6 mois, en moins d'une demi-année, n'est pas un terroriste? Le Hamas est une organisation terroriste, le régime de Netanyahou est une organisation politique terroriste, c'est-à-dire c'est un gouvernement terroriste dirigé par un terroriste notoire, c'est quelque chose sur laquelle il n'y a même pas débat. Et donc sur la question israélienne, arrêtons donc de soutenir un terroriste, soutenons une véritable solution de sortie de crise. Sur la question israélo-palestinienne, nous soutenons pas Israël dans ses attaques contre autrui, sinon nous devons tout autant comprendre que Israël se fait attaquer par ceux qu'il a attaqués de la même manière qu'on a soutenu que Israël avait le droit de se défendre. L'Iran aussi a le droit de se défendre et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, je repose donc la question, nous allons tourner dessus pendant très longtemps encore parce que ça mettra du temps à sortir de votre tête cette logique de création de blocs, non pas sur la base du pragmatisme de la vertu, mais sur la base du délire idéologique. Je le soutiens, je suis otanien ou je suis communiste, je suis, je sais pas, de gauche, de droite, et donc je soutiens quiconque est de gauche, de droite. Je ne cherche pas à savoir si les actions menées par mon soutien cadrent avec l'idéal des droits de l'homme que je prétends défendre. Israël ne défend pas les droits de l'homme. C'est un pays qui a massacré plus de personnes en un intervalle de temps très réduit que n'importe quel pays dans le monde à la même période. C'est le pays qui a le plus tué en un intervalle de temps restreint en 2023-2024. C'est un fait, c'est factuel. Et l'on parle de civils, on ne parle pas d'une confrontation de guerre comme entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Non, on parle d'un régime qui va tuer des innocents, qui va tuer des gens qui se baladent, qui va tuer des enfants qui vont chercher de l'eau, et voilà, et qui vous met dans la tête que ce n'est pas grave, il a le droit de se défendre. Mais maintenant, vous venez avec le même courage, ou plutôt la même sorcellerie, nous
vous expliquer que c'est tragique que l'Iran attaque Israël parce que, voilà, ça concourt à la désescalade. Bah, vous auriez dû y penser avant. Tout ceci n'est évidemment que le corollaire de ce que Israël a fait dans la bande de Gaza il y a quelques mois, sans vous oublier que si le Hamas justement mène ses activités contre Israël, c'est parce que il y a des antécédents. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. C'est une crise qui dure depuis la création de l'État d'Israël en 1948 sur des bases qui n'ont pas requis l'accord de ses voisins directs. Dès l'entame, la création de l'État d'Israël sous cette forme-là était une très mauvaise idée. Et le délire de créer un territoire palestinien séparé en deux par Israël, c'était, comment dire, c'était la meilleure façon de se foutre de la gueule du monde. En fait, c'était la meilleure façon de se garantir une situation de guerre qui ne prendra jamais de fin ou qui ne prendra de fin qu'avec l'éradication de l'une des deux parties. Ce qui est impossible dans les faits. Et donc, on a cette situation, cet imbroglio, cette impasse-là, parce que des gens qu'on appelle dirigeants, intellectuels, voilà, grands sages ou ce que vous voulez, ont été incapables de réfléchir sur des choses que même les petits-enfants pouvaient comprendre. La situation, la position que nous avons adoptée depuis le début nous permet de garder une cohérence et de considérer l'actualité actuelle avec beaucoup de confort, puisque je n'ai pas besoin de changer ma rhétorique, je n'ai pas besoin de changer mon angle de vue, il a toujours été le même, il est cohérent avec la situation actuelle, à savoir arrêter de soutenir les yeux fermés ceux qui font le mal, arrêter de prendre parti lorsqu'on voit que les torts sont des deux côtés, négocier factuellement un juste milieu qui fait perdre à tout le monde la même quantité et gagner à tout le monde la même quantité, toute proportion gardée, et voilà, et opter pour la solution qui entraîne le moins de pertes en vies humaines. Voilà, c'est ce que nous disions sur la Crimée, c'est ce que nous disions le 7 octobre, c'est ce que nous disions dans l'attaque de Moscou du 22 mars, c'est ce que nous disons encore aujourd'hui. Mais vous, qui préconisez que c'est bien, Israël a le droit de se défendre, réalisez vous-même l'inconfort dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui à condamner l'attaque iranienne. Vous appelez cela attaque, à condamner la riposte iranienne, pendant que vous avez cautionné l'attaque israélienne qui n'était depuis longtemps plus une riposte et qui est une volonté de Netanyahou de vider la bande de Gaza de sa population afin de, voilà, de permettre que cette bande, enfin la partie d'Israël qui n'a pas accès à la mer, puisse continuer jusqu'à la mer justement et que la bande de Gaza soit israélienne pour de bon. Regardez à quel point c'est difficile. Si vous avez compris cela, j'ai donc foi au fait que les adultes intelligents qui m'écoutent et qui sont pro-israéliens comme des marionnettes endoctrinées vont enfin devenir des marionnettes de la rationalité, des marionnettes de l'intelligence, parce que une marionnette de l'intelligence, c'est quelqu'un qui réfléchit par lui-même et qui décide par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal sans que la télévision, les journaux ou la radio ne le lui disent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter dessus? Armez-vous de science jusqu'aux dents, nous disait cher Antadio. Aujourd'hui, je peux compléter simplement en disant armez-vous de rationalité jusqu'aux derniers cheveux.